Bonjour tout le monde, je me nomme Simon et voici un nouvel épisode de À chacun son rôle, un podcast de discussion sur les jeux de rôle. Aujourd'hui, mon compte Maxime et moi accueillons Eric pour parler du jeu Aegon 2e édition. Dans les notes de l'épisode, vous allez trouver le lien vers le jeu d'aujourd'hui, une copie de la fiche de personnage ainsi que tous les jeux mentionnés au courant de la discussion. Pour se mettre en contexte, Agon est un jeu édité par Evil Hat Production, écrit par John Harper et Sean Nittner. Il a été publié en 2020 et il utilise le système Paragon. Une première édition a été écrite en 2006 par John Harper à l'époque de One Seven Design. John Harper est entre autres reconnu pour Lady Blackbird, Ghost Lines et le fameux Blades in the Dark. Allons rejoindre maintenant les autres pour la discussion. Bonne session! Bonjour Eric, nous aimerions te connaître un peu plus. Depuis quand joues-tu au jeu de rôle et qu'est-ce qui t'a amené vers ce hobby? J'ai commencé assez jeune dans les années 80 avec les livres dont vous êtes le héros. Et j'avais des amis sur ma rue, ils étaient tous un peu plus vieux que moi. Ils parlaient un peu anglais. Fait que rapidement, j'ai découvert Basic, Dungeon and Dragon, puis ensuite Advanced. Et j'ai joué beaucoup au secondaire, au cégep. Ensuite, la vie a fait en sorte que ça a beaucoup diminué. Mais depuis 2 ans environ, là, j'ai vraiment recommencé, puis je découvre là, des tonnes de jeux différents, originaux, qui m'amènent vraiment ailleurs que les jeux des années 80-90, puis j'adore. Donc, je suis replongé dans ma passion. Puis est-ce que tu as un jeu du moment, un jeu que tu joues plus ces derniers temps, ou est-ce que tu vivotes d'un à l'autre? J'essaie de pas tomber dans le cul de la nouveauté, là, mais chaque jeu qui sort est intéressant puis me tente. Mais je dirais que les jeux Powered by the Apocalypse puis les jeux de Free League, les jeux en ce moment qui m'intéressent le plus, là, puis auxquels j'ai joué puis j'ai encore le goût de jouer. Mais je veux aussi découvrir là, des petits jeux indie, des jeux de storytelling, des jeux des fois qui peuvent être plus faire des séances uniques. Donc, ben c'est ça, je suis ouvert beaucoup. Puis aussi pour ça que je viens participer. Une belle occasion là, de découvrir d'autres nouveaux jeux comme aujourd'hui avec Aegon. Donc aujourd'hui, le jeu qu'on va analyser, c'est justement Aegon, seconde édition de Evil Hat Production. Quelle est votre expérience à propos de ce jeu-là? Est-ce que vous avez lu, joué ou animé une session de ce jeu-là? Pour ma part, j'ai, pour le podcast, organisé une session d'Agon où c'est que je jouais le Strife Player, l'équivalent du maître de jeu. Et j'ai lu le livre, bien sûr. Et toi, Eric? J'ai lu le livre et j'ai regardé, même avant là, que je sois invité au podcast, c'est un jeu qui m'avait intéressé, fait que j'avais regardé des séances sur Twitch, YouTube, plusieurs, dont une avec Harper et une avec Nittner, là, les deux auteurs de la version actuelle. Mais j'ai pas joué encore. Et de mon côté, moi, j'ai joué justement avec Simon comme Strife Player. Puis j'ai aussi lu le livre, évidemment. Petite description globale du jeu. Agon est un jeu de rôle qui se veut rapide, simple, mais qui est aussi fortement inspiré des histoires héroïques de la Grèce antique et particulièrement de l'Odyssée d'Homère. Les joueurs y incarnent des personnages qui, sur le chemin du retour, cherchent à obtenir le plus de gloire et devenir des héros mémorables. Ils visiteront île après île et accomplissant des actes héroïques, faisant parfois appel à leur persévérance, aussi appelée pathos dans le jeu, et d'autres fois à la grâce divine des dieux. Les auteurs ont choisi de faire un jeu qui est entre autres axé sur la compétition, bien qu'amical. Sinon, Simon, est-ce que tu peux nous parler un peu plus des mécaniques et des règles? Tout à fait. Dans Agon, le jeu va se passer sur une série de défis ou de trials dans lesquels les héros vont prendre des risques et prendre des décisions par rapport aux problèmes qui entourent l'île dans laquelle qu'ils se trouvent. Le jeu est très épisodique dans ce sens-là.
Dans une session, on arrive sur une île, il y a des problèmes qui appellent le strife, donc la discorde qui règne sur cet endroit-là. Les héros prennent des décisions, font des défis, essaient d'influencer les choses pour finir par une grande bataille qui va sceller le destin de l'île. Bon, les héros ont plusieurs caractéristiques qui vont être notées par une valeur de dés, donc ça peut être des 6, des 8, des 10. Qu'est-ce qui est noté, c'est autant leur nom, leur aptitude et leur épithète, c'est-à-dire leur description, ont tous une valeur de dés. Lorsque un héros se rentre en conflit, tente d'accomplir un défi, il se nomme, il se décrit et clame tous les avantages qu'il peut avoir. Chaque fois qu'un joueur énumère une partie de sa feuille qui va servir au défi, il rajoute les dés dans un ensemble et il va tous les rouler et prendre seulement les 2 plus hauts. Si le joueur décide d'évoquer la faveur des dieux, il va rajouter un des 4 qui va être ajouté au résultat en plus des 2 autres dés. Chaque joueur qui participe font le même processus. Par avant, le Strife player, qui est, comme j'ai dit, le maître de jeu dans ce jeu-là, a annoncé d'avance quel était le défi, de quelle façon qu'elle allait être testée, par quelles caractéristiques elle allait être testée, ainsi que tout autre avantage et surtout des avantages pour les joueurs mis de l'avant là-dedans. Et le Strife player va aussi avoir un ensemble de dés à rouler. Dans son cas, par contre, il va prendre seulement le plus haut et rajouter une valeur précise qui est normalement de 5, mais qui peut augmenter dans temps de grand danger ou diminuer quand c'est plus calme. Éric, peux-tu nous parler de comment on crée un personnage dans Egon? Bien sûr, c'est quand même assez simple. Pour créer son héros, je me suggère d'abord de choisir un épithète. Comme tu as mentionné, c'est quelque chose qui pourra s'appliquer dans des défis et qui pourra rajouter un dé. Donc, on choisit un épithète. Ça peut être n'importe quoi, mais un adjectif qui va vraiment être un trait distinctif de notre héros. Quelque chose de très évocatif. Là, il nous donne vraiment une série d'exemples. Ensuite, on choisit le nom en tant que tel du héros, parce que le nom aussi, peu importe le choix que l'on fait, ce nom-là va nous donner un dé et ce dé-là va augmenter à la longue. Donc, notre nom a vraiment une signification à travers les sessions. Ensuite, on choisit notre lineage, d'où on vient, qui sont nos ancêtres, est-ce que c'est des mortels ou un dieu? Et en choisissant ça, on détermine notre domaine de prédilection. Dans le jeu, il y a 4 domaines, donc ici, on va choisir celui qui va commencer avec un D8, alors que les autres commencent avec un D6. Et une des dernières étapes, on choisit quel dieu va être le dieu principal auquel on se dévoue, du moins au départ. Et avec ce dieu-là, on va recevoir 2 marques de Divine Favor, faveur des dieux, qui vont pouvoir être utilisées également pour ajouter des dés. Donc, on choisit un dieu, on a 2 marques et on peut aussi ajouter d'autres marques à travers les autres dieux, 3 autres, avant de finaliser la création de personnages. Ensuite, ils nous disent, bon, un peu de penser au style, à l'apparence du personnage, à son équipement, comment il va se présenter ce personnage aux autres joueurs et noter des bonds, des liens avec les autres joueurs peuvent être utilisés comme mécanique selon que l'on prend un héros mortel ou demi-dieu, on va avoir un nombre de bonds différents. C'est tout pour la création de personnages. Il reste juste à choisir lequel des personnages du groupe va être le meneur initial, ce qui va être fait là, au début de la session. Mais une fois qu'on a ça, on est prêt et puis les autres concepts sur la feuille de personnage vont intervenir plus tard, comme le pathos qui a été mentionné par Simon. Merci, Eric. J'aimerais parler, dans le fond, de la structure de Agon, qui est assez particulière. C'est quelque chose de très présent et important dans le livre. Il y a plusieurs étapes, plusieurs sections, qui nous permettent, dans le fond, d'avoir vraiment des moments très différents d'une section à une autre au niveau du jeu. La première section s'appelle le voyage, qui est abrégée lors de la première partie, mais qui est très importante pour toutes les parties suivantes.
On a une petite section à ce moment-là d'interaction entre les personnages, un sacrifice aux dieux pour redéfinir, dans le fond, les faveurs qu'on peut avoir des dieux. On va avoir un échange de leadership. Puis, si les conditions sont bonnes pour que la campagne se termine, c'est-à-dire que suffisamment de dieux ont donné leur faveur aux héros, il va y avoir vraiment une fin de la campagne, donc l'arrivée à la maison, puis on va définir et discuter de la légende que laisse derrière chacun de ces héros-là. Ensuite, il va y avoir l'arrivée sur l'île. L'île en particulier, c'est chaque session, ou plutôt chaque morceau de la session, sont identifiés comme étant une île. Parce qu'on s'imagine, dans le fond, les personnages qui arrivent en bateau, traversant diverses îles, réglant des problèmes, pour finalement arriver jusqu'à leur pays natal ou peu importe, leur pays à eux autres. L'île est identifiée par le Strife Player. Il y en a plusieurs qui sont suggérés dans le livre. Techniquement, il serait possible que le Strife Player crée lui-même ses propres îles, malgré que c'est pas nécessairement facile a priori de le faire. À l'arrivée, il y a une certaine forme de présentation de l'île qui va être à la fois descriptive, mais aussi très structurée aussi. Il va y avoir un signe des dieux, donc le Strife Player va indiquer aux joueurs via des signes subjectifs, par exemple une flèche cassée, un cerf qui est en train de courir, s'enfuir, quoi que ce soit, quels dieux ont un enjeu sur cette île-là, puis quelle pourrait être leur décision par rapport, ou pas leur décision, mais leur volonté par rapport à cette île-là. Ensuite, le Strife Player va indiquer aux joueurs, aux autres personnages, aux héros, qu'est-ce qu'ils pourraient percevoir sur l'île, quel défi ils pourraient avoir. Puis, il va y avoir une série de contests, donc une série de défis que les héros vont devoir affronter et augmenter un peu les enjeux au fur et à mesure et un peu faire leur place pour la dernière étape, qui est la bataille ou la battle. Dans cette battle-là, il y a vraiment la destinée de l'île qui va être scellée par les décisions des joueurs. Dans le fond, c'est un peu une structure de contest, mais à plusieurs étapes. Donc, il y a 3 contests plus précisément qui vont mener jusqu'à la fin de cette bataille-là. Après ça, le Strife va donner un peu des récompenses, entre autres les faveurs des dieux. Puis, on va arriver ensuite à une autre section du jeu qui s'appelle l'Exodus. L'Exodus, dans le fond, c'est un peu alors que les joueurs sont en train de quitter, qu'est-ce qui se passe? On va donc identifier clairement la destinée de l'île pour un peu avoir c'est quoi la légende qu'ont accompli les héros. Chaque héros va choisir un haut fait. Ça peut être soit un trophée ou quelque chose de descriptif qu'ils vont pouvoir utiliser plus tard pour gagner des bonus. Les autres héros vont juger de la vertu qui a été la plus forte chez ce héros-là. Puis, il va avoir une réflexion à savoir est-ce que mon héros a changé, est-ce qu'il a changé par exemple, d'épithète? Est-ce que c'est quelque chose de différent maintenant? Puis, on retourne à l'étape de voyage, d'île et d'Exodus, jusqu'à ce que la campagne se termine ou jusqu'à ce que les joueurs doivent retourner chez eux à la fin de la journée. Il y a quelque chose de très fort dans ce jeu-là. C'est surtout au niveau de l'histoire, de la présentation, des différents thèmes qui sont abordés là-dedans. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus, Eric, pour conclure cette description-là? Oui, comme le titre l'indique, agon, qui est un terme grec, je pense, pour conflit. Ce jeu est vraiment inspiré par l'Antiquité grecque, par les récits de cette époque, par la mythologie également. Mais on n'est pas limité par ça. Dans le livre, on indique on n'est pas vraiment en Méditerranée, on n'est pas vraiment à une époque précise de l'histoire, on est dans un monde mythique. Donc, on peut partir avec la mythologie grecque un peu comme une source de connaissances communes pour les joueurs, mais les îles peuvent introduire des créatures qui sont aucunement liées à la mythologie grecque. On peut ajouter des dieux, on peut changer un peu la culture de l'époque. Donc, c'est vraiment, ça demeure quelque chose de fantasy, d'héroïque. Et on ne se limite pas, mais on garde un peu l'esprit grec. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des concepts dans le jeu comme le pathos, pour donner vraiment une teinte au jeu. Ben, je pense que peut-être on va en reparler un peu plus tard à quel point
on aime et on apprécie l'intégration des mécaniques avec ce thème-là, cet univers-là qui est présenté. Je voulais glisser un mot justement dans le livre. Cette influence de la Grèce est très évidente par le design du livre, par les pages avec de l'art. C'est superbe. Je pense qu'on peut être unanime là-dessus. C'est un très beau livre. C'est beaucoup d'images, ça nous fait penser à des images très simples, mais très évocatives que l'on verrait sur des vieux vases grecs. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé puis qui soulève l'inspiration. C'est vraiment quelque chose c'est simple, mais c'est élégant. Et c'est aussi, je pense, ce que le jeu essaie de faire avec ses mécaniques. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu l'impression que le livre était bien structuré dans chacune des sections, mais qu'il manquait à certains moments donnés des références ou des fois les règles n'étaient pas nécessairement faciles à aller chercher ou l'ordre était un peu étrange. Par exemple, l'arrivée sur une île est après la sortie d'une île, donc le départ d'une île. Je sais qu'au niveau des règles, pas au niveau des règles, mais au niveau de la structure dans le cas d'un one-shot, ben, on crée les personnages, puis on fait pas la section d'arrivée des îles. Fait que j'imagine que c'est ça qu'ils ont voulu faire, mais ça porte un peu à confusion que la fin soit après le début, ou soit avant le début plutôt. Est-ce que vous avez eu aussi cette impression-là que le livre, des fois, était pas nécessairement clair ou il y a des règles, des fois, qui étaient plus difficiles d'accès ou de compréhension? Ma compréhension de la lecture de ce livre-là, c'est qu'il a été écrit comme de l'intérieur vers l'extérieur. Ils ont commencé par décrire, par dire les règles, des points de base du jeu. Bon, il y a quand même la création de personnages avant, mais rendu dans le jeu, on commence par comment qu'on fait un défi, comment qu'on se bat, comment qu'on drive l'histoire. Puis après ça, ils ont comme reculé le focus pour englober les structures de comment ça se passe autour de l'île, puis comment ça se passe le voyage, etc. On dirait qu'ils ont eu cette approche-là, ce qui crée de désordre dans les règles, autant qu'est-ce que toi, Maxime, tu viens de dire, qu'est-ce que Eric avait comme question à propos du Wrath. C'est-à-dire, on rencontre des concepts dans les règles avant que ces concepts-là soient introduits dans leur ensemble. Ça fait un peu étrange, mais bon, j'ai pas trouvé ça illisible ou impraticable, juste un peu étrange. Tout à fait d'accord. Puis moi, l'impression que ça m'a donné, j'ai pas vu la première édition là, qui date de plusieurs années, fait que je sais pas comment ça a évolué, mais l'impression que j'ai eue, c'est ils rédigeaient le système, le jeu, et puis il y avait des idées. Oh, on pourrait rajouter une mécanique de bonds. Ah, on pourrait rajouter une telle affaire entre les îles. Et puis, ils venaient les mettre en sachant peut-être pas toujours comment les intégrer, comment montrer vraiment un fil conducteur pour que quand tu lis vraiment de la page 1 à la dernière, que ça soit vraiment bien intégré. Mais malgré tout, là, c'est bien écrit, ça se lit bien, puis on comprend, je pense, comment jouer une partie, même si on n'a jamais joué ou si on n'a jamais vu une session là, en ligne. Ouais, j'ai malheureusement pas réussi à mettre la main sur la première édition. J'aurais aimé ça pouvoir comparer. Ma compréhension des lectures que j'en ai fait, des descriptions que j'en ai fait quand j'en ai lu, c'est que la première version du jeu était beaucoup plus mécanique, plus axée sur la compétitivité entre les joueurs, versus cette édition-là. On va plonger un peu plus dans notre analyse. Aujourd'hui, le premier sujet qu'on aimerait aborder, c'est les jeux à structure. Agon est un jeu qui a beaucoup de structure dans sa mécanique, dans son approche, dans sa session de jeu. Puis on a quand même beaucoup d'autres jeux qui ont un peu des structures similaires. Ce qu'on aimerait voir, puis ce que j'aimerais savoir de vous, messieurs, c'est est-ce que vous aimez ça? Est-ce que ça a un impact positif sur le jeu? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça permet de justement approcher des sujets différemment? D'emblée, je vais essayer de nommer quelques jeux que je connais ou que j'ai déjà entendu ou joué qui sont aussi structurés que Agon.
partons déjà avec un des jeux, ou plutôt une série de jeux que l'un des auteurs d'Agon a créé, les Forge in the Dark, basés sur les Blades in the Dark. Donc, il y a vraiment une série de jeux là, complète avec une structure quand même assez, pas nécessairement restreignante, mais assez établie de comment jouer. On a d'autres jeux, donc dans la famille des PBTA, les Legacy Among the Runes, Good Society, Microscope. On peut même rajouter d'autres jeux là, plus généraux, donc par exemple For the Queen, Alice is Missing. Donc, quand même beaucoup de jeux qui peuvent avoir une structure puis une procédure dans le jeu qui sont très, très établis. A priori, est-ce que pour vous, c'est quelque chose de bénéfique? Est-ce que ça restreint le jeu? Peut-être, Eric? J'aimerais ça t'entendre en premier là-dessus. Je sais pas si ça restreint le jeu, mais quand je vois un jeu qui a autant de structure dans ma tête, puis avec des exemples que tu as nommés comme Microscope for the Queen, ben je trouve que ça va avec l'idée de jeux qui sont un peu justement pour des one-shots. Puis c'est un peu contradictoire parce que ben, un jeu peut être structuré avec un cadre assez défini, mais ça implique pas nécessairement un nombre élevé de mécaniques. Comme Microscope, c'est très défini là, comment on procède, mais ça demeure simple. Mais c'est aussi quelque chose qu'on va faire une fois. Mais on peut rejouer, mais on va faire vraiment quelque chose de tout à fait différent. Pour Aegon, je sais pas si j'aurais l'intérêt de me lancer plusieurs fois dans quelque chose d'aussi structuré. J'ai l'impression que c'est bien beau de changer quel type de défi on a sur une île, mais j'ai l'impression que ça deviendrait assez répétitif. La structure me semble, combinée avec les mécaniques, ça me semble pas assez propice à la liberté vraiment de récit. Parce que on va revenir plus tard. Là. J'aimerais ça aussi entendre Simon sur ses premières impressions, mais a priori, j'ai rien contre les jeux qui seraient structurés comme ça, mais dans ce cas-ci, j'ai l'impression que je verrais pas une campagne de plusieurs sessions de Aegon. Si je résume un peu ton point de vue, dans le fond, tu nous dis, ou pas ton point de vue, mais ton impression, c'est que justement la structure pourrait étouffer une campagne à long terme ou, disons, à moyen terme. Parlons pas nécessairement d'une campagne de plusieurs années, mais plusieurs mois, par exemple, ou plusieurs sessions. Ça pourrait l'étouffer. Oui, ben quand je vois la structure, je pense qu'elle peut aider à ce que, je sais pas, j'imagine une partie dans une convention de jeu de rôle, des joueurs qui se connaissent pas, on peut faire une partie des guns, on explique un peu la structure, puis ça encadre, puis ça donne un peu une direction aux joueurs rapidement. On sait ce qu'on veut faire, on sait comment s'il va y avoir des interactions, donc ça peut être sécurisant, puis ça peut être, je pense, le fun. Là. C'est comme ça devient un peu du bonbon, là, c'est parce que je pense que c'est un plaisir assez jouissif d'être des héros dans ce cas-ci. On crée nos pools de dés, tout ça, mais pourquoi revenir? Pourquoi retourner faire une autre île et une autre île? Est-ce que gagner quelques points de glory, ça vaut vraiment la peine? Est-ce que il aurait pu avoir quelque chose de structuré, mais qui retourne des fois à des îles où c'est comme aussi construit dans le jeu que c'est structuré et c'est très épisodique où on regarde pas en arrière. Ils disent clairement dans le livre un endroit, là, quand vous quittez une île, there's no going back. Ils disent noir sur blanc, puis c'est ce qui fait en sorte là, ben oui, il y a eu comme des conséquences à nos actions, mais on les verra pas. Et que rapidement, c'est là que je pense que les mécaniques, la structure pourraient devenir lourdes parce que l'aspect de l'histoire, des personnages non joueurs, tout ça s'efface dans la brume entre les îles. Simon, je sens que toi, tu as un point de vue un peu différent. Est-ce que tu veux renchérir là-dessus? En fait, j'ai beaucoup de choses à dire, autant pour et contre. Il y a une structure de campagne intégrée dans le jeu. À la fin de chaque île, on coche des étoiles dans une constellation selon lesquels dieux qu'on a à qui nos actions ont plu. Et quand il y a un certain nombre de constellations qui sont complétées, la campagne est finie. Au début, je trouvais ça vraiment fun et je disais, hey, ce serait le fun de faire une campagne de ça. Après avoir joué, j'ai vu un peu ce que tu dis dans le sens que ça devient répétitif. On fait comme le tour de la structure quand même assez rapidement.
après ça, j'ai comme eu moins le goût de faire une campagne. J'ai encore le goût d'en faire une, mais il offre 2 options au nombre de constellations à remplir pour la finir. Une courte campagne qui en a juste 3 à remplir, une longue campagne qui en a 5 à remplir. Je serais amplement satisfait avec une courte campagne. Fait que je suis d'accord que le fait que c'est épisodique, ça donne un peu moins le goût de recommencer. Par contre, ce jeu-là essaie d'imiter justement des émissions comme Xena, Hercule, par leur thème, mais même n'importe quelle aventure de la semaine. Ça arrive dans ces émissions de télé-là extrêmement fréquemment que on va dans un épisode puis on ne revoit absolument jamais les personnages qui étaient là. Par contre, ça veut pas dire que les expériences qui ont été acquises durant ces épisodes-là sont effacées. Les personnages principaux continuent à grandir, même si on rencontre des gens qu'on ne reverra plus jamais. Il y a même littéralement une mécanique dans le jeu où c'est qu'à la fin, tu gardes un trophée ou un titre de ton île et que tu peux réutiliser par la suite pour te donner un avantage dans un défi. Donc, c'est les expériences comme poursuivent le héros et il y a un but final à la campagne quand on revient. Il y a comme une espèce d'étape finale où c'est qu'on va forger la légende de notre héros par rapport aux vertus que les autres joueurs nous ont assignées au courant de la campagne. Donc, comment que je vois une campagne de Agon, c'est pas nécessairement de construire un univers avec des îles interconnectées et des personnages qui reviennent. C'est un voyage. On passe d'île en île, on forge notre personnage pour comme finir avec un produit, pas un produit, mais avec une œuvre finie qui a été modelée au courant des parties. Dans le fond, le personnage principal, ou en tout cas la thématique de la partie, c'est les personnages et non nécessairement l'univers de jeu où souvent ce qu'on va voir, c'est des interactions entre les personnages qui vont devenir centrales dans une partie. Là, on parle vraiment, les héros sont essentiellement le personnage principal ou la thématique principale. Leur épopée est ce qui va être retenu de la partie. C'est un peu ça ton point de vue? Exact. Ok. Je vais essayer de nous recentrer aussi un peu sur la question, mais plus en sens plus large. Là, on vient de parler de Agon, qui a des pour et des contre. On a l'impression que c'est peut-être un petit peu, on va dire, un petit peu maladroit ou pas nécessairement bénéfique à une partie à long terme. Mais est-ce que pour d'autres jeux, ça peut être intéressant? Parce que je vois très bien le point que Eric a mentionné, donc que la structure contribue à des jeux qui vont être des one-shots, des parties très courtes, faciliter des parties en convention. On arrive, on sait exactement c'est quoi les étapes, on sait exactement c'est quoi. OK, là, on est rendu à l'étape 1, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais sinon, en général, est-ce que la structure va être quelque chose qui va étouffer les campagnes à long terme? Est-ce que ça va justement étouffer un peu la créativité qu'on peut avoir là-dedans? Qu'est-ce que vous en pensez? Là-dessus aussi, j'ai quelque chose de spécifique à dire sur les contraintes qui étouffent la créativité. Et en fait, cette phrase-là, c'est quelque chose qui va à l'encontre de mes expériences en littérature. J'ai brièvement étudié en littérature au cégep. Et quelque chose que j'ai appris là-dedans, c'est que justement les contraintes, c'est un outil de créativité. De se mettre des bâtons dans les roues pour atteindre un but créatif, ça nous force à trouver des contournements, à trouver d'autres façons d'atteindre notre but et c'est ultimement un effort créatif bénéfique. On voyait surtout ça en poésie à l'époque où c'est que la poésie devait être en rime. La rime, c'est une contrainte. Je peux pas juste dire ma phrase comme que je veux, il faut que je finisse avec tel son. Fait que ça me force à explorer les mots, à explorer qu'est-ce que je dois faire ou juste le rythme dans une poésie, même quand c'est pas en rime, le fait que j'ai besoin de 12 syllabes là, pour ma phrase me pousse à chercher d'autres choses. Par contre, dans les jeux de rôle, je sais pas à quel point que ce que je viens de dire est aussi vrai. Je crois que que c'est vrai, mais plus sur la partie maître de jeu. D'avoir à planifier sa campagne, son histoire autour d'une structure va avoir le même effet que ce que je viens de parler pour la poésie. Pour le joueur, je le sais pas. Puis là, je vais me référer à vous parce que j'ai pas beaucoup joué des jeux comme ça. Je me retrouve à être souvent le maître de jeu. C'est pas vrai à 100% que j'en ai joué, mais
mon expérience est particulièrement du côté du maître de jeu, mais j'ai un doute à quel point que pour les joueurs, vraiment, les contraintes aident la créativité comme que ça peut l'être au maître de jeu. Ben, je dirais qu'il faut pas, comme n'importe quoi, c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas toute contrainte va aider ou va nuire. Ça varie beaucoup. À la base, dans un jeu de rôle où on veut que les gens aient du plaisir, où chaque personne est différente, c'est rare que tout le monde va vraiment avoir le même style puis tout ça. Ben moi, dans mes jeux, j'ai tendance à laisser tomber une fois ou des fois de façon définitive certaines contraintes, certaines structures si ça nous plaît pas. Puis celles qui fonctionnent bien avec nous, ben on les garde. Pour ça, en général, j'aime des jeux où ça va être plus de liberté avec certaines mécaniques, certaines structures qui peuvent nous guider, nous donner des idées. Je pense à Urban Shadows. On a fait une campagne ensemble et il y a le move de début de session où on crée des rumeurs. C'est une contrainte, une mécanique qui est intéressante, qui nous force à réfléchir, à ajouter des éléments d'histoire. Ça peut être super positif, mais des fois, ça peut devenir lourd. Puis, ben, on s'est donné la liberté de dire, ah, ben, cette semaine, on la fait sauter, cette mécanique-là, là, cette contrainte-là. Je pense qu'en général, dans les jeux de rôle, il ne faut pas avoir peur de dire, ben, on n'est pas obligé de prendre le livre en tant que tel, puis jamais y déroger. Pour Egon, ben, j'ai pas joué encore. J'aimerais faire l'expérience, mais ma crainte, c'est que tout est vraiment une structure. Je sais pas à quel point, est-ce qu'on peut faire une île d'une façon complètement différente où on fait pas la structure de la bataille finale? Sûrement qu'un maître pourrait essayer de faire ça, mais le livre te met vraiment un squelette, il te donne pas d'idée comment y déroger, puis c'est ça qu'on te propose. Puis c'est un peu intimidant là, dans ce sens-là, comme structure. Puis je pense que je jouerais une fois ou deux, mais que j'aimerais ça retourner ensuite à un jeu où il y a moins d'aspects-là. Je trouve intéressant vos points de vue par rapport justement à ça, mais je j'ai pas tout à fait la même expérience ou je dirais plutôt la même tendance. J'ai l'impression que vraiment la structure dans certains cas peut vraiment contribuer à un jeu à long terme ou même contribuer à vraiment l'esprit du jeu. Je vais prendre les quelques exemples que j'ai nommés au début, là, donc Blades in the Dark, Legacy, Good Society. C'est des jeux qui ont une structure qui est vraiment prévue comme étant un outil pour s'assurer de la longévité d'une campagne. Les Blades, les Good Society vont soit ils vont permettre un rafraîchissement des ressources, ou encore vont aller relancer des nouvelles rumeurs, relancer des nouvelles pistes de jeu. Les Legacy vont plutôt avoir un tempo de jeu très différent. Donc, on va aller voir un jeu qui est plus macro, un jeu qui est plus micro. Il y a d'autres jeux où est-ce que la structure est vraiment très importante pour l'ambiance du jeu. Je pense entre autres à Ten Candles ou à Macabre, qui sont deux jeux qui sont vraiment axés sur l'horreur, où est-ce que l'ambiance est vraiment reliée entre autres à la structure. Quand, par exemple, dans Ten Candles, on a un échec qui arrive, ben, il y a vraiment un rituel. On va énumérer une phrase, brûler un papier, tout le monde va garder le silence, puis on va vraiment avoir l'ambiance qui est axée sur cette structure-là, puis ça vient rajouter un élément supplémentaire. Macabre, par exemple, le maître de jeu doit toujours être debout, suivre un certain rituel, encore une fois, qui va aller rajouter beaucoup à l'ambiance. Donc, tous ces éléments-là, je pense que oui, ça peut devenir lassant, mais je pense que dans certains cas, ça va être soit quelque chose qui va donner un renouveau ou qui va accentuer une certaine soit une pression dans le cas d'un jeu où est-ce que la pression est importante comme les jeux d'horreur ou une certaine thématique. Comme là, je pense que dans Agon, par exemple, la thématique, c'est vraiment le voyage. Donc, vraiment, l'arrivée sur une île, la résolution, le départ. Donc, je pense que vraiment, ça a son importance dans cette structure-là. Est-ce que c'est uniquement ça qui va bénéficier à la thématique? Non.
mais je pense que ça peut contribuer considérablement. Je trouve ça intéressant, là, tu mentionnes Ten Candles puis Legacy. Et Legacy, on va jouer des personnages, on va changer de personnage, on va jouer sur plusieurs générations. Il y a une continuité, il y a une évolution, il y a un intérêt à faire une campagne à long terme. Puis Ten Candles, ben, c'est une expérience assez unique. Je pense pas que. Parce que normalement, je pense que l'histoire de Ten Candles, ben à la fin, spoiler alert, tout le monde meurt. Donc, c'est fait aussi pour des one-shots. Alors que Egon, ben, on est comme entre les deux. Tout est un peu orienté pour faire des one-shots. On veut que ça soit une campagne, mais en même temps, le thème du voyage, le fait que les îles disparaissent derrière nous, j'ai l'impression, ça me donne l'impression qu'à la base, c'était vraiment pour faire des one-shots et qui se sont dit, ben oui, il y aurait des éléments intéressants pour faire une campagne. L'idée des constellations, il y a beaucoup de mécaniques qui sont cool. On regarde le livre des Guns, c'est comme, c'est beau, c'est brillant, c'est intéressant, mais j'ai l'impression que le poli, la beauté qui est un peu sur la surface, rapidement, on va un petit peu s'en lasser. Je pense que ça fonctionne, ça doit être génial pour un one-shot, mais est-ce que ces règles-là de campagne vont vraiment servir? Je serais curieux de voir le ratio de gens qui font vraiment des campagnes, qui sont vraiment comme intéressés à ce que on a parlé au début que les auteurs disent on assume une compétition amicale entre les joueurs, mais ce qu'on veut savoir, moi j'ai eu 67 points de glory, puis l'autre est à 49. La session en tant que telle, qu'on raconte le conflit, ils veulent vraiment qu'on insiste sur raconter, faire un récit, un peu comme un poète aède grec. C'est vraiment la narration qui est importante, mais ça contredit ou ça va mal avec cet aspect-là d'accumuler des points puis d'essayer d'en faire une campagne. Je pense que c'est quelque chose, c'est comme je pense juste à l'expression en anglais, mais un blaze of glory. Tu fais une session, les héros font des choses incroyables, puis ensuite, ben, ils disparaissent eux aussi avec l'île. Justement, l'aspect compétitif, honnêtement, j'ai lu le livre, j'ai joué au jeu, j'ai pas ressenti nécessairement que l'aspect compétitif du jeu avait son importance. Concrètement, comment ça se représente dans les règles, c'est que à chaque fois qu'il y a un défi, les joueurs roulent, les joueurs qui réussissent vont. Ben, dans le fond, les joueurs qui ont échoué vont décrire comment ils ont échoué. Les joueurs qui ont réussi vont décrire comment ils réussissent. Puis celui qui a réussi le mieux va décrire vraiment un peu comment que la chose se conclut. Chacun va gagner un certain nombre de gloires, qui est un peu les points d'expérience, ces points, on va dire, c'est comme un score un peu. Puis, évidemment, celui qui a réussi le mieux, donc the best, c'est le terme qu'ils utilisent, en gagne plus, les autres en gagnent un peu moins, puis ceux qui ont échoué, évidemment, en gagnent pas beaucoup. Mais est-ce que ça apporte quelque chose au jeu? Toi, Simon, qui a joué, mais malgré qu'il a joué de l'autre côté en tant que Strife player, est-ce que tu as eu l'impression que la compétitivité du jeu avait une importance ou avait un impact sur le jeu? Je l'ai pas ressenti durant notre partie. La seule réponse que j'ai à ça, c'est mécaniquement dans la résolution d'un défi, d'un trial, d'un contest. Selon si tu as subi, si tu as réussi ou si tu es le meilleur, ça donnait une charge différente de narration pour décrire qu'est-ce qui se passait. Celui qui était le meilleur, c'est lui qui avait le fardeau d'être hot et de régler le défi. Est-ce que je l'ai bien fait durant notre partie? On était juste aussi 2 joueurs. Fait qu'il y avait peut-être un peu moins de ficelage de description après chaque trial. Mais je pense que la compétition n'est pas sur le long terme, mais sur le très court terme. À chaque jet, il y a quelqu'un qui est meilleur que les autres. Et c'est cette personne-là qui va qui va être sous les feux des projecteurs pour ce moment-là. Je pense qu'elle a leur compétition. Et est-ce que ça l'apporte au jeu? Est-ce qu'on pourrait s'en passer? Oui.
Est-ce qu'on devrait s'en passer? Pas nécessairement. Est-ce que ça. Je sais pas si ça apporte quelque chose d'important au jeu, mais ça apporte quelque chose. Ouais, moi, dans le fond, l'élément que je dirais, c'est que je suis d'accord que ça a son importance, la mécanique, comment c'est exécuté, mais je ne pense pas que c'est la partie compétitivité là-dedans qui est intéressante. Je pense que c'est juste la mécanique de résolution qui est intéressante, mais tu sais, si au final, tout le monde avait le même nombre de gloires parce que en tant que groupe, on a réglé le problème, ça aurait la même valeur que si on divise la gloire selon le succès que tu as eu. À mon avis, la partie qui est intéressante, par exemple, c'est le contrôle narratif. Et toi, Eric, même si tu n'as pas joué, est-ce que tu as eu l'impression que dans le livre, cet aspect-là compétitif était abordé ou présent? Pas vraiment. J'ai l'impression, ben, le concept de gloire a sa place, là. C'est aussi ce qui permet aussi d'avoir un meilleur dé associé à son nom, je crois. C'est une mécanique qui fonctionne, mais je pense qu'ils ont peut-être juste rajouté une phrase à un moment donné. Ils ont dit, ah, il y a peut-être des joueurs qui vont aimer un aspect de saine compétition, fait qu'on va dire, ah, vous pouvez en profiter, vous comparer vos scores de gloire, mais c'est pas quelque chose, là, je pense, qui fait vraiment une différence, cet aspect-là. Tu parles à plusieurs reprises du monde de la gloire comme étant le but à atteindre. La gloire, c'est juste une forme d'expérience de niveau mécanique. Je pense que les vertus qui sont définies à chaque fin d'île est plus caractéristique de l'évolution des personnages que, du moins au niveau narratif, que la gloire. C'est juste que malheureusement, les vertus n'ont pas nécessairement beaucoup d'impact dans le sens que ça définit quels sont les 4 axes qui sont possibles de voir le personnage évoluer, dans le fond. Ou concrètement, on regarde juste celui qui en a le plus. Si on élargit un peu le sujet, est-ce qu'il y a des jeux? Est-ce que vous avez déjà vu des jeux ou est-ce que il y avait de la compétitivité entre les personnages ou entre les joueurs? Allons-y avec les joueurs. Ce qui m'intéresse plus, c'est l'aspect compétitif un peu au niveau méta, dans le sens que il y a une certaine compétition entre les joueurs au travers du jeu, évidemment. Mais est-ce qu'il y en a un? Est-ce que vous avez déjà vu ou est-ce que vous connaissez les jeux ou est-ce que ça apporte un élément intéressant? Ben, la ligne est mince, dire compétition entre les joueurs et non entre les personnages, parce que les joueurs sont dans le jeu par leur personnage. Je pense pas que je serais compétitif envers Simon, mais je veux que mon personnage peut-être soit en compétition avec celui de Simon. Dans Agon, la gloire, dans le fond, c'est quasiment comme des points d'expérience dans Donjons et Dragons. Ce que certaines personnes vont dire, ah, c'est moi j'aime ça, dire que j'ai gagné plus d'XP que les autres joueurs de mon groupe. Bon, ben, tant mieux pour eux si c'est d'un intérêt pour eux. Moi, l'aspect compétition qui m'intéresse plus, c'est quelque chose qui est plus dans la narration, des jeux où on va avoir un aspect politique. J'ai parlé d'Urban Shadows tantôt. Moi, au cégep, un jeu là, qui m'avait vraiment changé mon optique sur les jeux de rôle, c'était Vampire the Masquerade, où les joueurs, avec les clans, on avait fait une session où le maître avait plusieurs groupes, donc il y avait une tonne de joueurs. Et là, il y avait une compétition, les clans étaient définis, les gens essayaient de nuire aux autres, aider certains personnages. Donc il y avait un aspect compétition, mais vraiment dans l'histoire, pas nécessairement par des mécaniques ou un score. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait plus. Quand c'est vraiment juste quelque chose d'un peu numérique, c'est moins intéressant pour moi. Si on y va avec des exemples de jeux où les joueurs sont en conflit les uns avec les autres, puis que ça fait comme une belle narration. T'as nommé Urban Shadow Vampire, il y a Monster Heart aussi, qui carbure au conflit entre les personnages. Mécaniquement, le seul qui me vient, qu'on a déjà nommé quelques reprises, c'est Legacy, où il semble avoir une espèce de jeu de contrôle de ressources puis de contrôle de territoire qui se fait au niveau mécanique. Il y a des moves pour prendre possession de quelque chose ou répondre à l'autre, etc. C'est ça que je vois un peu ça. Ça fait comme une espèce de petite game de civilisation qui encadre après ça le fait d'aller zoomer in puis d'aller faire de l'histoire quand on en a besoin. Sur Legacy, je vois ça comme quelque chose de bénéfique. Quand c'est bien fait, ça peut facilement être mal fait. Mais quand c'est bien fait, je trouve ça le fun parce que ça crée mécaniquement
les opportunités de roleplay. Sinon, quand c'est des conflits entre les joueurs, comme dans Monster Heart, Mad Shadow, etc., ça, je pense que c'est pas vraiment de la compétition. On l'a vu durant notre game de Urban Shadow qu'on était tout le temps en train de se mettre des bâtons dans les roues, mais on était volontairement en train de se synchroniser à se mettre des bâtons dans les roues entre nous autres pour créer la plus belle histoire possible. Fait que je pense que c'est pas exactement ça qu'on parle en ce moment. J'aime ton exemple de Legacy où c'est mécanique. Il y a un aspect mécanique à une compétition possible entre les joueurs, mais c'est une mécanique qui est liée à l'histoire. Tandis que dans Agon, cet aspect-là de ton score de glory, c'est lié juste à un roulé de dés. Ultimement, là, c'est pas celui qui a raconté la meilleure histoire, c'est celui qui a eu le plus haut score de dés. Ça aussi, pour moi, c'est quelque chose qui est comme un drapeau rouge puis qui perd un peu mon intérêt. Un point intéressant. C'est un peu là aussi que je me situe, à savoir que la mécanique d'opposition ou de score qui est plus proche de la compétitivité a pour moi pas beaucoup d'intérêt. Par contre, les oppositions dramatiques, donc les oppositions au niveau du jeu, au niveau de... Je vais reprendre un des jeux que j'ai nommé un peu plus tôt, Good Society. Dans Good Society, tu as des oppositions entre les joueurs parce que tu vas être en train de décrire une scène ou quoi que ce soit. Je peux arriver en disant, OK, ben non seulement cette scène-là, il y a tel élément qui est en train de se faire, mais en plus, tu viens d'apprendre que ta sœur avec laquelle tu as un conflit majeur arrive dans la scène en même temps, puis que c'est la fiancée de la personne que tu es en train de courtiser. Par contre, il y a comme une mécanique qui est avec ça, qui va avoir des points, qu'il va avoir un échange à ce moment-là. Parce que j'ai rendu pas nécessairement plus difficile ta scène, mais plus dramatique, je vais te donner un point que toi, tu vas pouvoir dépenser pour faire la même chose ailleurs. Il y a d'autres jeux aussi qui ont un peu des éléments similaires que je pense favorables pour le jeu parce que de toute façon, on est là pour créer quand même une histoire qui est commune, qui va être intéressante parce qu'on va tous avoir eu un impact dessus. J'ai l'impression que c'est pas tant de la compétitivité ou le terme compétitif a pas beaucoup de place dans le jeu de rôle parce qu'on est là pour créer une histoire ensemble. Des jeux un petit peu plus compétitifs, là, peut-être plus. J'essaie d'en trouver un. Là, Simon, tu vas devoir m'aider parce que c'est le Oui, Seigneur des Ténèbres, mais version jeu de rôle, là. Ah oui, Mission Accomplished. Ouais. Oui. Comme ça, c'est un peu la même chose. Oui. Merci de nous faire penser. Oui, Mission Accomplished est un jeu de rôle complètement compétitif, en fait. Exactement. Rapidement, Mission Accomplished, on est des agents secrets qui ont fait une mission et la mission a fait manquer, a pas réussi. Il faut trouver le coupable. Et le maître de jeu a cette espèce de job-là de oui, il y a comme des travails pour avancer la narration et tout ça, mais il y a aussi la job de juger qui a été le plus incompétent dans le monde durant la mission. Et les joueurs ont comme job de pointer l'incompétence et en fait même d'inventer des incompétences aux autres pour que le DM puisse les questionner. Le DM a comme un rôle d'agent d'agent des ressources humaines là, qu'il faut qu'il passe en revue la mission. Là. Ouais, puis je sais que il y a quelques années, j'avais fait une partie un peu similaire, mais dans l'optique de avec Paranoia, qui est un jeu futuriste où est-ce que c'est un peu dérisoire, un petit peu euh, comment dire, ironique comme univers, où est-ce que tout le monde est des clones dans une centrale, un bunker déraillé, où est-ce qu'il est contrôlé par un ordinateur sur le point complètement buggé. Et dans le jeu en tant que tel, chacun a un rôle, tu peux perdre des clones, puis ainsi de suite. Puis on avait utilisé ça un peu d'une manière compétitive, où est-ce que l'objectif, c'est qu'à la fin, celui qui avait le mieux réussi la mission, ou qui réussissait à blâmer le plus les autres, conservait le plus de clones versus les autres. Mais c'était pas nécessairement intrinsèque au jeu en tant que tel. Euh, fait que, c'est à voir. Peut-être que ça pourrait être intéressant, un jeu de rôle littéralement compétitif, où est-ce que l'objectif, c'est un peu de mettre pas l'autre joueur dans une situation délicate où est-ce qu'il doit inventer une histoire, partir un peu dans une direction différente, ainsi de suite. Mais est-ce que ça a sa place dans une structure ou un nombre de jeux plus communs? Est-ce que dans des jeux plus normaux ou pas nécessairement une branche spécifique là, ou
une exception parmi la règle. Est-ce que ça a vraiment sa place? Je sais pas. Un autre point que tu avais apporté un peu plus tôt, Eric, c'était entre autres la représentation du thème dans les mécaniques. Euh, J'aimerais peut-être qu'on aborde un peu plus ce sujet. Je pense que tu as un point de vue quand même assez fort là-dessus. Est-ce que tu veux nous lancer sur la discussion? Avec plaisir. Comme je disais tantôt, moi je suis tombé sur la page Kickstarter quand le jeu, la deuxième édition était sur la plateforme. Et je le connaissais pas à l'époque. Là, je tombe sur les images superbes qui évoquent la Grèce antique. C'est un pan de l'histoire que j'adore. Et on me parle aussi que c'est inspiré de l'Odyssée d'Homère, que j'adore également. Donc, j'étais vraiment excité par Egon. Et ensuite, j'ai compris un peu plus quelles étaient les mécaniques et la direction du jeu. Moi, j'en viens à la conclusion que c'est pas mal tout sauf une thématique de Grèce antique. Oui, il y a l'aspect voyage entre des îles qui peut faire penser à Ulysse, mais moi, quand je pense à la Grèce antique, je pense beaucoup à des concepts comme l'hubris, à des déchirements de famille, à des tragédies, à même les plus grands héros courent vers leur perte la plupart du temps. Alors qu'ici, on a quelque chose de héros un peu supérieur aux autres, un peu invincible. J'ai l'impression que le pathos, on n'a pas parlé de notion d'agonie, quand on accumule trop de pathos. Je serais surpris que ça survienne fréquemment dans les sessions. Puis aussi avec l'aspect d'une île à l'autre, que l'histoire disparaît un peu. À vrai dire, je trouve que ça ressemble plus à des épisodes de Star Trek que quelque chose de la Grèce antique. Vraiment, Star Trek, on arrive sur une planète, on fait le petit conflit, on repart, les chances sont qu'on ne retourne jamais en arrière. C'est pas parce qu'on ajoute certains termes grecs dans le système que ça fait en sorte qu'on intègre le thème. D'ailleurs, on l'a mentionné au début, c'est devenu un système, Paragon System, puis ils ont fait un jeu de science-fiction avec. Probablement que ça fonctionne bien. Ça peut fonctionner aussi avec des îles comme ça, mais moi qui m'attendais à quelque chose plus proche des tragédies grecques, même l'Odyssée d'Homère, quelqu'un qui dit que c'est vraiment une inspiration pour son jeu de rôle, c'est dur à croire parce qu'on a tous entendu les quelques faits d'armes d'Ulysse sur certaines îles, mais c'est 3-4 chapitres sur 24 dans l'Odyssée. Ça demeure que comme les autres grandes tragédies grecques, la plupart de l'œuvre, c'est le déchirement de la famille, c'est le fait d'avoir des dieux qui sont contre nous et qui punissent des fois la trop grande fierté des hommes. Même les héros les plus nobles, souvent, vont pas respecter leurs paroles, vont être trop fiers et puis ils doivent subir des énormes difficultés, tragédies pour un peu, éventuellement, possiblement atteindre une rédemption. Je voudrais juste mentionner une mécanique, par exemple, deux mécaniques. Dans Agon, il y a le concept de Divine Favor. Et on coche certaines cases au début de la partie, mais sinon, entre les îles, il y a une étape où on fait un sacrifice et ça dit ceux qui participent, même si on rate le jet, on coche une case sur les dieux de notre choix. Et ce qui nous permettra d'invoquer la faveur divine à l'île suivante. J'aurais fait ça à l'envers, moi. J'aurais fait que pendant une île, dépendant de comment tu résous, t'affrontes un défi, et on comprend que c'est tel dieu qui t'a aidé parce que, disons que c'était utiliser de la sagesse, c'est Athéna qui t'a aidé. Donc là, tu pourrais cocher cette déesse-là. Si tu lui en dois une, tu dois ensuite l'honorer, sinon, mauvaises choses vont arriver. L'autre mécanique, c'est en général les contests, les défis. On roule, comme Simon disait tantôt, celui qui roule le mieux, c'est celui qui réussit et qui doit faire la narration
comment le défi a été gagné, si c'est le cas. Et j'écoutais une des sessions avec un des auteurs du jeu et la personne qui a roulé le deuxième ou le troisième résultat, sa narration était 100 fois meilleure que celui qui a gagné le jet de dés. Puis celui qui a eu le meilleur jet de dés était comme inconfortable en disant je suis supposé être le best, mais ma solution, ma narration de ce que mon héros fait, ça va pas à la cheville de ce que l'autre a dit. Je trouve que c'est bizarre sur quelque chose de récit où c'est le jet qui détermine tout. Je serais allé vraiment all-in dans l'autre sens où les joueurs auraient un peu fait une narration de ce qu'ils veulent faire et celui qui a eu la meilleure idée, c'est peut-être ça qui se serait passé. Faire quelque chose d'un peu plus méta, comme si dans le fond c'est des poètes qui racontaient le récit de ces héros-là par la suite. En tout cas, ça m'a donné des idées de faire quelque chose où on voit plus aussi les déchirements, moi j'aime les personnages comme Clytemnestre, Iphigénie, des personnages il y a des meurtres dans les familles. Antiquité grecque, c'est vraiment les déchirements. Puis je pense que c'est vraiment ici dans Agon une vision là, de Xena, de Wonder Woman. Puis c'est indiqué, ils le disent dans la page avec les touchstones, a été trop influencé par la facture visuelle et la mention d'Homère, alors que c'est vraiment plus l'aspect Xena, Wonder Woman qui fait le lien entre les mécaniques et le thème. Un bon point, puis on sent vraiment qu'il y a une dichotomie dans ce que tu nous décrivais, tu sais, les tragédies grecques, puis la version un peu, l'aspect grec qu'on a aujourd'hui en tête quand on pense à des Xena, des Hercule, des chants comme ça. Juste un point rapidement par rapport aux règles. Tu mentionnais un peu plus tôt que que ça devrait être en aidant les dieux que tu reçois de la faveur. C'est une des manières d'en recevoir. Donc, c'est une des trois manières d'en recevoir avec la création de personnages, en recevant, en accomplissant des actes pour les dieux, puis entre les parties. Par contre, ton point est bon que de dire comment ça, tu t'en reçois en faisant des sacrifices entre les bateaux. Je pense que c'est plus une question mécanique que vraiment thématique dans ce cas-ci. Ah, mais ce que je disais, c'est que tu devrais pas recevoir de la faveur des dieux. Tu devrais devoir la faveur des dieux. Tu fais tes actions et puis tu devrais avoir une dette, puis une dette lourde de conséquences. Alors qu'ici, en général, les héros dans Agon, je pense qu'ils n'ont pas vraiment de conséquences. Il y a des conséquences pour l'île. Est-ce qu'ils vont résoudre le conflit? Est-ce que l'île va être détruite? Est-ce que la population va être décimée? Mais les héros en tant que tels sont comme au-dessus de la mêlée. Et puis que ce soit avec les autres, les PNJ ou avec les dieux, ils n'ont pas vraiment peur des conséquences. Ça fait quelque chose qui peut être le fun, qui peut être léger. C'était peut-être visiblement, c'était pas leur intention de faire quelque chose avec je sais pas moi, de l'inceste puis des matricides et tout ça qu'on voit dans les tragédies grecques. Mais je serais intéressé par un jeu de rôle qui irait dans cette direction-là. Serait plus proche de la tragédie grecque que de l'héroïsme cinématographique basé sur la Grèce, mettons. Ou plutôt avec un esthétisme de Grèce. Ouais, définitivement. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Simon? De ce que je comprends que tu dis, c'est que Agon a une saveur de mythologie grecque et non une thématique de mythologie grecque. Et je pense que vraiment, Agon essaie d'émuler, c'est justement, comme tu l'as dit avec Star Trek, c'est des épisodes, le problème de la semaine, l'île de la semaine, le meurtre de la semaine, etc. C'est vraiment, je pense que le jeu essaye de faire ça. Il le fait. Là. On voit ça comme un problème en ce moment, mais je pense que c'était l'intention des auteurs. En faisant ça, la saveur de mythologie grecque autour, c'est juste celle qu'ils ont décidé d'appliquer pour leur jeu. Ouais, puis suite à ton commentaire par rapport à un jeu futuriste par rapport à ça, je suis allé voir, je suis en train de regarder, il y a une version qui est basée sur les X-Files, les films d'espions et ainsi de suite.
Il y en a une qui est justement basée sur Battlestar Galactica, X-Wing, Wing Commander, puis toutes les versions de, on va dire, de chasseurs futuristes. Dans le fond, pas le futuriste, l'espion, c'est Chamber. Storm Freeze pour celui qui est basé sur les Battlestar, les X-Wing, Star Wars, pis ces affaires-là. Il y en a un autre qui s'appelle Surge Protectors, ça a l'air d'être quelque chose un petit peu sci-fi. Il y a pas de, il est pas mentionné de de quel genre de film ou quel genre de série ils veulent reproduire, mais ça a l'air d'être un sci-fi protection contre des dimensions et ainsi de suite autres. Donc ça a l'air quand même assez intéressant. À voir si ces jeux-là sont vraiment sont bons. Là. Il faudrait les tester avant quoi que ce soit. Mais ça me surprend pas qu'il y ait des jeux avec une thématique différente, avec les mêmes mécaniques, parce qu'effectivement, les mécaniques sont, selon moi, très, très faciles d'importer vers ou d'exporter vers d'autres thématiques. Ben, dans le livre, ils l'ont mentionné à plusieurs reprises que c'est très facile de switcher de mythologie grecque à la mythologie nordique simplement en remplaçant le nom des dieux. Oui, exactement. Les dieux en tant que tels n'ont pas tant d'importance. Ils ont choisi le grec, mais ça pourrait être nordique, ça pourrait être romain, si on voulait avoir quelque chose de plus romain ou grec, mais c'est pas nécessairement une thématique de tragédie grecque. C'est plus comme vraiment un voyage avec une mythologie basée sur les Grecs. Ça peut être n'importe quoi d'autre qui serait. Puis ils disent même créer vos propres dieux si c'est ce que vous voulez, tant aussi longtemps que que c'est commun entre les joueurs pour pouvoir avoir une certaine base. Quelqu'un qui passe de sa game de Donjons et Dragons pourrait mettre son panthéon puis poursuivre une campagne là-dedans. Définitivement. Je pense que c'est un point assez important à savoir est-ce que la thématique puis la mécanique se suivent. Je pense qu'on voit un peu un disconnect entre les deux. Est-ce que c'est grave? Pas nécessairement, mais ça peut porter à confusion. Un peu comme tu le mentionnais, Eric, toi, c'est ce qui t'a amené à te procurer ce jeu-là, alors que c'est pas nécessairement ce que tu t'attendais de ce jeu-là. Effectivement, il y a rien de mal à adopter un peu cette approche-là, là, des monstres puis des conflits plus grands que nature, tout ça. Mais c'est pas à à quoi je m'attendais. Et puis ça m'a donné le goût de trouver quelque chose qui aurait plus cet aspect-là de parce que juste pour revenir une dernière fois, là, mais Ulysse dans l'Odyssée, et une dizaine de chapitres à la fin, c'est aussi son retour à la maison, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec sa famille. J'aurais aimé ça, qu'il y ait vraiment plus un aspect. Je pense que Egon aurait pu le faire, un aspect de un but, quelque chose vraiment, une motivation des personnages qui ont quelque chose en jeu, quelque chose qu'ils peuvent perdre, quelque chose. Alors que là, ça semble qu'il n'y a pas vraiment de conséquences, ils sont pas vraiment en danger. Et c'est ça, ils viennent s'amuser avec l'île de la semaine, mais il y a pas un aspect vraiment grave qui mérite une épopée comme celle d'Ulysse. Je pense qu'on aurait peut-être un dernier sujet pour aujourd'hui. Ce serait, si je ne m'abuse, le maître du jeu est aussi un joueur. Qu'est-ce que tu en aurais à dire, Simon? Pour quitter un peu la thématique puis aller rentrer vraiment plus dans les règles et dans le jeu en tant que tel, quelque chose qui m'a frappé durant ma lecture, c'est que le maître de jeu n'est pas appelé un maître de jeu dans Agon, il est appelé le Strife Player, le joueur qui fait la discorde, qui fait les problèmes. Je sais que c'est en apparence seulement une terminologie différente, mais moi, ça m'a frappé spécifiquement dans le sens que être un joueur plutôt qu'être le maître de cérémonie comme la plupart des Power Apocalypse ou juste un maître de jeu, ça a une charge beaucoup moins d'organisation et plus justement de jeu. On dirait que j'étais plus invité à jouer au jeu du côté des méchants puis des problèmes plutôt que de dire ok voici une histoire puis une structure puis c'est des outils que tu peux utiliser pour compter ton histoire. On n'était vraiment pas là-dedans. On était vraiment c'est un jeu.
voici ton rôle dans ce jeu-là. Et ça fait un peu écho à des choses qu'Eric a dit durant la discussion. Beaucoup de jeux de rôle présentent leur livre comme étant une boîte à outils. Je pense que c'est Donjons et Dragons que carrément la première règle, c'est que les règles peuvent être ignorées. Et c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans Egon. Même qu'il y a une partie dans le livre qui nous aide à créer notre propre île, mais c'est pratiquement un index à la fin. Ça fait pas partie du jeu en tant que tel. Il y a comme une espèce de board game narratif un peu qui est. Puis c'est quelque chose que la structure vient comme ajouter. Comme le maître de jeu n'a pas besoin de créer une structure ou de créer un récit, elle est déjà intégrée dans le jeu et donne vraiment l'impression de jouer à un jeu et non d'organiser un jeu. Qu'est-ce qui, je trouve, le fun là-dedans, c'est que ça vient un peu à l'encontre d'une certaine mentalité dans les jeux de rôle où c'est que le maître de jeu est le maître tout-puissant de l'univers, puis qu'il y a comme une espèce de compétition entre le maître de jeu et les joueurs. C'est quelque chose que je vois souvent sur les réseaux sociaux, sur les groupes de jeux de rôle, que c'est comme joueur contre DM. Tandis que moi ici, dans le gun, cette terminologie-là fait que tout le monde est des joueurs, même si on a des rôles différents. J'aime cette idée-là. J'ai toujours été assez contre l'idée que le DM, de un, ne devait pas avoir de plaisir, que c'est lui qui doit juste faire la structure du jeu puis s'assurer que les autres aient du plaisir. Je veux dire, il peut en avoir, mais souvent, on dirait que le DM vient donner un service, alors que au contraire, le maître de jeu est là pour autant jouer que les autres. C'est un type de plaisir qui est un peu différent quand même, mais j'ai eu l'impression que souvent, les maîtres de jeu étaient considérés comme la personne qui doit s'assurer que les autres aient du plaisir, qui est un peu, pas contre-intuitif, mais qui va aller à l'encontre du plaisir lui-même du maître du jeu. Fait que j'ai toujours été contre ça. Puis d'avoir une optique différente dans le jeu, c'est une bonne chose. Je pense qu'effectivement, sans avoir une structure assez solide, ça devient difficile de dire t'es un joueur, tu dois respecter toi aussi les règles puis la structure qui est en cours. Si en même temps, d'un autre point de vue, tu lui dis c'est toi qui dois tout inventer, puis c'est toi qui invente un peu la procédure du jeu. Donc, au moins là, il sait sur quoi on sait tous sur quoi on s'appuie, puis c'est quoi la prochaine étape, puis ainsi de suite. Puis, le fait d'inclure ça directement dans le livre, je pense que ça vient renforcer justement l'implication de on travaille tous collectivement à faire une bonne histoire et les joueurs sont tout aussi responsables de l'histoire puis du fun autour de la table que le maître du jeu. C'est pas 90-10, c'est chacun 50-50 ou peu importe, 25-25 si on est 4, là, peu importe. Je pense que ça, c'est un point qui est important et qui est souvent sous-estimé de la part des joueurs. Ou est-ce qu'ils sont là pour jouer, quand c'est leur tour, ils lèvent leur nez de leur téléphone, puis that's it. Cet élément-là, je pense que ça a son importance. Je sais pas si dans le livre, je suis complètement satisfait de la manière qu'il l'apporte, mais je pense que ça a son importance, puis que c'est un point de vue qui doit être partagé un peu plus avec les autres joueurs, avec les autres jeux, je veux dire. Eric, est-ce que tu as quelque chose à dire Je là-dessus? suis d'accord avec vous. Je pense que différents jeux actuellement ont cette tendance-là, mais le présentent de façon différente. Les jeux Powered by the Apocalypse, par exemple, en introduisant le concept que le maître a aussi des moves, c'est un peu le mettre au même statut que les joueurs. Puis, que ce soit dans ces jeux-là ou dans Aegon, je pense que, surtout Aegon, avec la structure qui est en place, ça serait possible de jouer une partie où tous les participants jouent un héros. Et disons là, à certains stades, pour certains trials, ben celui peut-être qui roule le moins bon score, ben viendrait prendre le rôle du maître de jeu juste pour expliquer une transition vers un autre contest, qu'est-ce qui se passe. Il y aurait rien qui empêcherait ça. Le rôle de maître pourrait être distribué, pourrait
presque s'effacer pour que tout le monde contribue à l'histoire. Je suis tannant, mais je vais revenir une dernière fois sur notre campagne d'Urban Shadows. Moi, c'était la première fois où j'avais des mécaniques comme Paint the Scene, où le maître dit, ben, vous arrivez à un endroit, ben, c'est pas moi qui va décrire le lieu. Je vous demande, vous les joueurs, là, décrivez-moi un personnage, décrivez-moi une location, contribuez à l'histoire. Peut-être dans le mieux qu'une, 4, c'est encore mieux. Dire, on n'est plus dans une optique, on l'était à l'époque, là, quand j'ai commencé à Donjons et Dragons, c'était vraiment le maître contre les joueurs, il nous met des défis, puis on veut gagner, on veut réussir, mais si l'optique c'est de faire la meilleure histoire possible, puis avoir du plaisir, il n'y a aucune raison pour pas que les maîtres deviennent de plus en plus au même niveau que les joueurs, puis que les joueurs également prennent des responsabilités des maîtres. Je ne sais pas si Aegon le fait tant que ça, le fait qu'il nomme le maître un Strife Player, c'est intéressant, mais est-ce que ça va plus loin que ça dans les faits, dans le jeu? Je ne sais pas, mais je pense que c'est quelque chose qui est sous-jacent dans beaucoup de jeux en ce moment, qui pourrait être un sujet vraiment intéressant à explorer à mesure que les jeux évoluent dans cette direction-là. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toi, Eric, d'avoir été là. C'est super agréable. J'espère pouvoir revenir parler d'autres jeux, faire d'autres découvertes ou parler de jeux que j'ai plus d'expérience de jeu. Merci beaucoup. Effectivement. Merci à toi, Maxime. Merci à vous deux, messieurs. Et ici, merci beaucoup à vous, chers auditeurs. Alors, je vous souhaite une bonne journée et bon jeu de rôle.